Bonjour à tous. Content de vous retrouver une fois de plus sur l'heure du lunch pour la série des pas les grandes entrevues, mais les grandes interventions Facebook Live avec le Club d'investisseurs immobiliers. C'est vraiment un module questions-réponses aujourd'hui. Donc, on y va vraiment avec une session, comme je dis, questions-réponses. Donc, allez-y avec n'importe quelle question reliée à l'immobilier. Si vous êtes nouveau dans l'immobilier, allez-y, n'hésitez pas poser des questions. Si vous êtes un peu plus expérimenté puis vous faites face à quelques problèmes que ce soit en lien avec la crise ou encore avec une situation qui n'a pas du tout rapport à la crise, qui est par rapport à vous, n'hésitez pas. Donc, je suis là, je suis votre hôte pour les 30 prochaines minutes. Donc, dictez-moi un peu ce que vous voulez faire. Donc, en attendant que les questions commencent à rentrer, on a reçu une question via un commentaire justement sur le post de questions-réponses. Et on m'a posé la question, j'ai un incendie, l'intérieur du bâtiment, pardon, mon Dieu, j'ai un chat dans la gorge. J'ai un incendie, l'intérieur du bâtiment est endommagé. Je n'ai pas le COVID, je vais juste le dire, je n'ai pas tout ça, je n'ai pas le COVID, j'ai juste un chat dans la gorge. Et donc, on disait effectivement sur un incendie, qu'est-ce qu'il y a eu quand un bâtiment est détruit de l'intérieur, mais la charpente est encore bonne. Pour avoir vécu un incendie moi-même, ça a été toute une péripétie. Donc, quand on a un incendie, la première chose qu'il faut faire, assurer que tout le monde est en santé, évidemment, qu'on ordonne les services d'urgence et tout. Une fois que les services d'urgence vont vous remettre le bâtiment, généralement, c'est les assureurs qui vont prendre le bâtiment en charge par la suite. Ils vont protéger, en fait, le bâtiment. Et ensuite, là, on tombe carrément en négociation là, au niveau de la perte avec l'assureur. Donc, toujours s'assurer d'être bien assuré. Je ne dis jamais assez souvent d'être bien assuré, surtout quand on parle du 6 logements et plus là, dans l'assurance commerciale. Il y a quelque chose qu'on appelle la règle proportionnelle. Donc, la règle proportionnelle, on doit estimer du mieux de notre connaissance ou à l'aide d'un professionnel le montant assuré pour un bâtiment qu'on devrait reconstruire tel quel. Attention, le moins important ici est tel quel. Donc, si par exemple, on a 2 couches de toiture, il faut reconstruire deux couches de toiture, ou on a 2 épaisseurs de gyp, il faut reconstruire 2 épaisseurs de gyp, etc. Donc, il faut reconstruire le bâtiment tel quel. Et c'est notre devoir à nous de déterminer ce montant-là. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les coûts de construction, y aller avec un évaluateur agréé à ce niveau-là. Donc, vous pouvez évaluer les coûts et de faire attention à la règle de proportionnelle, donc 80 ou 90 Donc, on a une marge de manœuvre de 20 ou 10 et on doit arriver à l'intérieur de ce montant-là. Règle proportionnelle. Donc, on a une marge, comme je l'ai dit, 20 ou 10 de jeu. Et donc, on doit arriver, si on est trop bas, si on est assuré trop bas, qu'on est hors de cette marge-là de 20 qu'est-ce qui va arriver? On va tomber en co-assurance. Donc, on va devoir payer une partie des dommages. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on s'en va voir l'assurance, en fait, une fois que les services d'urgence vont nous avoir remis le bâtiment en main, les services d'urgence vont s'en occuper, puis ensuite, tout simplement, une négociation. Il peut arriver que c'est une décision vous pouvez prendre l'argent, c'est moyennant certains rabais, vous pouvez prendre l'argent directement si vous voulez, ou sinon, vous pouvez également reconstruire. Donc, voilà, donc c'est tout simplement une négociation. Je ne sais pas si la question peut aller plus loin. En passant, si jamais vous avez un incendie, écrivez-moi, ça me fait plaisir. Je suis, c'est pas quelque chose qui est nécessairement fréquent, les incendies, donc je suis vraiment je suis pas du tout rare pas ça, mais j'ai vécu ça, juste pour vous dire, moi, ça a été une aventure qui a duré 1 an et demi. On a fini en arbitrage pour l'assurance et on a fini en arbitrage et effectivement, on a gagné là, plus de 4 fois le montant initialement proposé. Donc, ils nous avaient proposé 260 000 au départ, puis on a fini à 1 104 000, si je me souviens bien, de réclamation d'assurance en arbitrage. Disons que je ne vous recommande pas toujours ce pattern-là, mais bon, il y a de quoi négocier avec les assurances pour les réclamations. Donc, voici comment ça se passe. Donc, que ça soit reconstruisible ou non, c'est vraiment les assurances qui vont déterminer, en fait, le coût de dommage. Puis, si on décide de ne pas reconstruire, on a une réduction sur le montant. Et après ça, on peut vendre. Moi, j'ai vendu le bâtiment tel quel. Et ça me permet un petit bémol avant qu'on passe aux questions. Là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui mettent des questions, là, des paragraphes comme ça. Je ne peux pas répondre à un paragraphe comme ça. Je n'aurai pas le temps de le lire en ligne. OK? Donc, essayez d'y aller avec des questions, là, 1-2 lignes, là, qu'on puisse les mettre à l'écran aussi pour que ça puisse être intéressant. C'est sûr qu'on ne peut pas faire une étude de cas là, avec un paragraphe de long, malheureusement, en ligne. Là. En plus que ça va prendre du temps à ce que je lise. Donc, je revenais
à notre sinistre. Donc, dans mon cas, moi, j'avais fait affaire avec un expert en sinistre qui m'a défendu, en fait, qui m'a représenté plutôt devant l'assureur. Et quand on parle de cours, le soleil de l'abondance, là, vous pouvez rajouter toujours dans le soleil de l'abondance ces experts en sinistre-là qui peuvent vous recommander des gens qui veulent vendre des bâtiments. Donc, moi, le bâtiment qui était incendié, je l'ai vendu via mon expert en sinistre. Il y a quelqu'un qui l'a acheté via l'expert en sinistre. Donc, si vous êtes dans la construction, vous n'avez pas peur des gros projets. Quand il y a des bâtiments qui sont partiellement démolis, vous pouvez y aller de cette façon-là. Donc, contactez les experts en sinistre. Il y en a plusieurs au Québec et leur offrir, peu importe, une certaine compensation pour vous êtes mis en contact ou quelque chose comme ça. Faites attention aux règles de courtage, là, mais bref, ça peut être un bon contact pour avoir des bonnes propriétés. Moi, j'ai acheté aussi une propriété qui était démolie par le feu aussi, que j'ai rénové dans mon coin, là, pas trop loin de Vaudreuil. Donc, j'avais déjà acheté ça. J'y vais avec une question, Ahmed. Il dit bonjour, peut-on refinancer notre immeuble durant la période de report de paiement? En fait, je n'avais pas lu le reste de la question. Ahmed, bonne question. Si nous, on est en report de paiement, est-ce qu'on peut refinancer? J'aurais tendance à croire que non. Là. Je ne sais pas s'il y a des courtiers hypothécaires qui sont parmi nous, là. Mais j'en doute. Vous demandez un report de paiement, puis vous demandez de vous endetter plus. Donc, écoute, je vais te répondre selon ce que je crois. En fait, Ahmed, ça serait non, parce que là, on demande un report de paiement pour des difficultés de paiement, puis on demande de refinancer par la suite. Peut-être que ça se fait, mais j'en doute. J'en doute. Je descends. Encore une fois, si vous êtes capable de garder vos questions courtes et synthèses, ça va m'aider à être capable de les présenter devant, parce que quand c'est trop long, j'ai de la difficulté à la lire. Jean, une prédiction de boule de cristal, je peux la mettre ici. Après la récession, ça va être la dépression. Alors, qu'arrive-t-il? La récession, la dépression, mon Dieu. Alors, qu'arrive-t-il avec la valeur des immeubles en récession? J'imagine, Jean, que tu voulais dire, pas en dépression. En récession, moi, je ne crois pas qu'il va nécessairement avoir une baisse au niveau du résidentiel. J'avais dit au niveau du commercial, oui. Quoique là, il y a certaines mesures du gouvernement qui sont appliquées. Hein, c'est intéressant quand même. Là, le gouvernement paye 50% des loyers commerciaux pour 3 mois. Allez voir les détails là, sur le site. Là, on ne peut pas encore soumettre notre candidature avec ça, mais principalement, donc 50% du gouvernement, 25% du locataire et le propriétaire assume une perte de 25% qui sera peut-être mitigée avec un prêt de la SCHL. Là, donc, à voir, là, ça change tellement souvent. C'est dur à suivre le cours, mais au moins, on a ça qui vient compenser. Donc, est-ce que le commercial va baisser? Je ne sais pas. Le résidentiel, j'en doute. J'avais la discussion tantôt avec quelqu'un avec qui je travaille et qui discute beaucoup avec plusieurs personnes qui ont beaucoup de sous. Et il y a des gens aux États-Unis qui commencent à vouloir investir au Canada pour 2 raisons. Un, on est beaucoup plus stable, l'économie est plus stable. Donc, aux États-Unis, on risque de... c'est plus volatile, le marché immobilier qu'au Canada et au Québec. Donc, ils veulent investir ici, puis ils veulent profiter aussi du dollar canadien qui est faible. Donc, les capitaux rentrent et cette personne-là me disait, bon, on va essayer de profiter du marché d'acheteurs au niveau du marché de Montréal. J'ai dit, écoutez, là, si tout le monde pense comme toi, ce ne sera pas nécessairement un marché d'acheteurs. Donc, les capitaux vont continuer de monter. Donc, personnellement, je ne crois pas du tout à une baisse de l'immobilier résidentiel au Québec. Loin de là, je pense qu'on va avoir une stabilité, voire on va continuer une hausse. En tout cas, on se croise. Là, on a eu une bonne gestion de crise jusqu'à présent. On va voir avec le déconfinement. J'espère que l'économie va pouvoir redémarrer. Mais on a démontré un bon leadership. Il y a encore énormément de potentiel encore à Montréal. Je vous dirais que la seule carte qu'on va voir, c'est l'immigration. Donc, il faut continuer à faire l'immigration pour continuer de créer des logements et créer une pression positive sur le logement. Donc, Jean, ça répond à ta question. Donc, en récession, il faut comprendre aussi que l'immobilier, c'est une valeur refuge. Hein? Donc, quand on a un marché boursier qui est plus instable, quand on a une volatilité sur les marchés, on a vu le pétrole, hein, le pétrole qui est descendu sur la barre des zéros, donc on a une certaine volatilité, donc l'immobilier devient une valeur refuge où est-ce que, par exemple, les taux d'intérêt vont être plus faibles. Donc, on a les taux d'intérêt qui sont plus faibles et donc l'immobilier devient plus intéressant. OK?
Anthony qui disait ici, quel est le meilleur type de bâtiment pour commencer en immobilier? En passant, je le répète, là, essayez de rapetisser vos questions. Anthony, c'est parfait, ton type de question. Quel est le meilleur type de bâtiment pour commencer en immobilier? Tout dépend du type d'immobilier. Je vais baisser ma caméra un peu ici. Tout dépend de ce que tu veux faire, Anthony, aussi. Hein. Tu sais, on n'a pas, je peux pas te donner une réponse, là, one answer fits all, là, comme des fois on magazine, là, puis one size fits all. Il n'y a pas vraiment de réponse tout cuite pour toi. Est-ce qu'il y en a qui vont se décider d'aller dans le chalet locatif parce qu'ils veulent profiter également des chalets quand ils ne sont pas occupés? Ça les intéresse plus, ils ont une passion pour ça. Il y en a qui vont se diriger vers le condo sur plan. Il y en a qui vont se diriger vers les flips parce qu'ils veulent générer une liquidité pour quitter leur emploi plus rapidement. Est-ce qu'il y a un domaine, premièrement, la première question que tu vas te répondre, est-ce qu'il y a un domaine qui te passionne plus que les autres? Pas un domaine, mais plutôt un type d'investissement immobilier qui te passionne un peu plus que les autres, donc peut-être de voir ça. Est-ce que les composantes de l'investissement immobilier vont te bénéficier? Donc, moi, je dis toujours aux gens, comme créez ce que vous voulez avoir comme style de vie, comme objectif financier, puis ensuite, on le traduit en type d'immobilier. Hein, parce que de l'immobilier, là, c'est très vague, hein, puis c'est pas à cause qu'on connaît une branche qu'on connaît toutes les branches puis qu'on est habile dans toutes les branches. Donc, c'est ça, c'est d'essayer de décider de choisir une branche en particulier, c'est une qui te plaît. Si tu veux investir dans l'immeuble à revenus, je te donne mon conseil et c'est un débat éternel. Il y a des gens qui disent rester à location et acheter du multilogement. Moi, j'ai commencé avec un triplex dans la vie et j'ai adoré ça parce que ça a été vraiment une belle petite école. J'ai appris à gérer des locataires. Ça m'a coûté moins cher que mon loyer habiter dans le triplex. J'ai rajouté un quadruplex, donc j'ai rénové un peu à l'intérieur du bloc appartement. Donc, j'ai transformé mon sous-sol en une unité locative. J'ai appris là-dedans, donc ça a été une super belle école. Donc, moi, je vous recommande, si jamais vous voulez aller dans le multilogement, du moins, et là, encore là, je répète ce que je dis, il y a plusieurs types d'immobilier au Québec, même ailleurs dans le monde, ça peut être même des maisons en Floride. Mais si vous êtes dans le multilogement, je pense que un petit plex, c'est bien. En plus, les mises de fonds sont plus basses. Donc, c'est intéressant pour ça. OK. Donc, j'essaie de lire rapidement les questions en même temps. Ça c'est une bonne question. J'adore ça. H et Priscilla. Et désolé, des fois, il y a des mini temps morts. Laissez-moi, j'essaie juste de lire les questions en même temps. Comme je vous avais dit, si vous êtes capable de réduire les questions, ça me permet d'en mettre plus aussi. H et Priscilla, qui sont définitivement des abonnés des lives du club. Si une propriété est profitable avec un potentiel d'optimisation aussi, mais le prix est juste au-dessus de la valeur marchande. Le débat éternel. C'est sûr qu'au club, on préfère toujours avoir un profil à l'achat. Pourquoi? Quand on fait un profil à l'achat, on vient faire une équité instantanée, donc on vient s'enrichir. Et généralement, tout est plus facile par la suite. Okay, donc, le financement est plus facile, la recherche de partenaires, si jamais vous en voulez, va être plus facile. Au refinancement, vous allez regagner cette équité-là aussi, donc vous allez pouvoir bâtir, grandir votre parc plus rapidement. Donc, à moins qu'il y ait un énorme potentiel, je ne serais pas prêt à payer par-dessus la valeur marchande. Donc, essayez au moins de payer valeur marchande parce que normalement, valeur marchande, vous serez capable de trouver tous les immeubles à valeur marchande. Donc, tous les immeubles devraient se vendre à valeur marchande. Donc, il n'y a aucun challenge à avoir un immeuble à valeur marchande. En bas de la valeur marchande, c'est challengeant. En haut de la valeur marchande, ben là, on n'en parle pas. Donc, normalement, à valeur marchande, vous seriez capable de trouver les bâtiments. Et ensuite, le potentiel, combien il vaut? Je vais y aller avec la version Norm Gordon au Real Estate Investors Club. Si jamais vous voulez aller voir notre page, on avait fait une entrevue avec lui. Et on parlait de potentiel et comment il voyait son potentiel. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il achetait son potentiel à un certain nombre de sous pour le dollar. C'est-à-dire qu'il achetait un bâtiment à valeur marchande et il était prêt à payer un petit peu plus cher. Et c'est son modèle à lui, je le répète. Il était prêt à payer un petit peu plus cher pour le bâtiment, pour le potentiel, à un certain nombre. Donc, il disait, par exemple, j'achète un bâtiment à 2 millions, il y a 1 million de potentiel et je suis prêt à payer 20 sous pour le dollar pour le million de dollars potentiel. Donc, il y a 1 million de dollars de potentiel. Je paye 20 sous pour ce potentiel-là parce que c'est moi qui va devoir le travailler, c'est moi qui va devoir tout faire le travail, c'est moi qui va devoir injecter les capitaux, etc., etc. Donc, lui, sa vision, c'était d'ajouter un nombre de sous pour le dollar. Donc, dans ce cas-là, 2 millions à 3 millions, 1 million de différence, 20 sous pour le dollar,
200 000. Donc, ça fait 2 200 000. Donc, lui était prêt à payer 2 200 000 pour le potentiel. J'aimais la vision. Je trouvais que c'était intéressant. Moi, de mon côté, c'est plus une technique avec le cruncher qu'on enseigne dans le cours de coaching et dans le cours transformé en deal des multilogements trop chers. Moi, ce que j'essaie de voir, c'est après un an, combien d'argent je laisse dans la transaction. Et idéalement, mon but, c'est vraiment après un an de retirer tous les sous investis dans la propriété. Donc, c'est très difficile comme rendement. C'est pas du tout tous les immeubles qui se qualifient pour ça, mais ça me permet d'avoir des bonnes transactions et donc de trouver des partenaires plus facilement, etc., etc. Donc, c'est ce que je vise comme rendement. Donc, c'était une très bonne question. C'est une question, Luc, ici. Acheter une maison d'un particulier pour un flip avec un Québec Inc. À la revente, doit-on charger les 2 taxes? OK, ça, c'est une très bonne question. Dommage que Yvan ne soit pas en ligne. Ça aurait été intéressant, évidemment, l'expert des flips, mais je peux répondre à ta question, Luc. Donc, le véhicule de détention, c'est important de comprendre ça. Le véhicule de détention, que ce soit personnel ou une compagnie, les gens mélangent tout ça. Les personnels, compagnie, TPS, TVQ n'a aucun rapport avec le véhicule de détention. Okay? Donc, vous achetez un bâtiment commercial, c'est à votre nom personnel, vous l'achetez, vous allez avoir des numéros de taxes pour vos noms personnels à vous. Donc, taxes et véhicules de détention, compagnie Inc., premièrement, on sépare ça, ça n'a pas rapport. Okay? Donc, TPS, TVQ. Ensuite, pour un flip, la règle, c'est qu'il doit avoir une rénovation substantielle du bâtiment, lire ici 90% ou plus. Donc, si jamais tu rénoves ton flip avec plus de 90%, oui, tu vas devoir charger les taxes à la revente. Il y a d'autres scénarios, là. Luc, je te fais vraiment le scénario de base là, pour un flip. D'ailleurs, on en parle si jamais ça vous intéresse. On a un cours d'offre d'achat demain. Demain à 7 heures, on va avoir 3 coachs et on va parler de quand les immeubles sont taxables ou non. On va parler, là, il y a 6 conditions. Là, je t'en cite une. Quand on a un flip, on achète une maison d'un particulier et on rénove à plus de 90%, oui, il va falloir charger les taxes. Tu vas pouvoir en récupérer une partie de ton côté, mais tu vas devoir charger les taxes de l'autre côté. Si tu rénoves une cuisine, si tu rénoves juste la cuisine, par exemple, et tu laisses toute la maison telle qu'elle et tu revends, non, tu n'as pas besoin d'avoir les taxes TPS, TVQ. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Je lis rapidement, là, désolé. Donc, je essaie de trouver des questions qui... Voilà, je lis Tristan, plancher vinyle. J'essaie de trouver... J'essaie de vous trouver quelque chose d'intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup de questions. On peut y aller avec cela. Ken, excusez-moi pour le petit délai. Là, on essaie de lire. Encore une fois, si vous voulez garder court, ça va me permettre de les lire un petit peu plus rapidement. Ken, il dit, que pensez-vous du futur des multilogements des quartiers le Plateau, Rosemont, Petite Patrie? Je l'ai mis la question parce que on avait eu Luc Poirier en entrevue sur le club. Et d'ailleurs, si vous avez manqué les lives qu'on a fait, les entrevues sont tous très intéressantes. Allez-y. N'hésitez pas à aller regarder ça. Et Luc, il disait, et je suis d'accord avec lui, les produits de luxe vont peut-être être un peu plus frappés avec tout ça. Donc, les gens vont peut-être être plus conservateurs avec la récession justement qui s'en vient. Est-ce que les gens vont être moins tentés là, d'aller vers des logements plus luxueux? Je crois que oui. Donc, on va peut-être descendre un peu nos moyens. Donc, Plateau, Rosemont, ça ne change rien. C'est juste peut-être quand que vous aviez des logements très luxueux dans ces arrondissements qui le permettent d'ailleurs, un Plateau, Rosemont. Vous pouvez y aller très luxueux dans les multilogements. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça risque d'être un petit peu plus difficile. Est-ce que le contrat peut être ton opinion, tokenisation sur l'immobilier? Ah, Ahmed, il posait la question. Je peux y aller rapidement en attendant que je lis les autres questions en même temps. L'opinion sur la tokenisation, juste pour vous dire, allez voir le courriel, pas le courriel, mais plutôt le live qu'on a fait avec Jacques Lépine. En fait, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Yvan. Moi, j'étais en régie. Yvan le fait également avec Martin Prescott, je me souviens de son nom de famille correctement. Et on parlait de la tokenisation, donc allez voir ça. Ouais, je pense qu'il y a un bel avenir. J'étais moi-même sceptique avant l'entrevue, puis j'ai trouvé ça fort intéressant. Donc, si on est capable effectivement de rendre un genre de marché boursier de l'immobilier à travers tout ça, pourquoi pas? Moi, je pense qu'effectivement, c'est un futur. Puis Jacques, hein, il a quand même une bonne vision. Il est quand même un bon homme d'affaires, une bonne vision. S'il croit, j'y crois.
Moi aussi. Philippe avait la question suivante. Avec quel professionnel fais-tu affaire pour trouver la valeur économique d'un immeuble? Donc, avec un évaluateur agréé qui vont trouver les valeurs économiques. Sinon, vos courtiers immobiliers, hein, ils vont être capables de trouver la valeur économique. Donc, valeur économique, toujours le plus bas des deux. Donc, ratio de couverture de dette. Ratio de couverture de dette, quand on prend le revenu net d'opération, on se met un petit coussin. Ça vient limiter notre prêt. Ensuite, on calcule le prêt possible. Donc, ça nous donne un prêt possible. Ensuite, on peut faire le calcul inverse pour trouver la valeur économique. Ou sinon, les TGA de financement. Puis si c'est du chinois, qu'est-ce que je vous dis en ce moment? Je suis désolé, je vais un petit peu plus loin, là. Mais encore une fois, une super belle formation où est-ce qu'on enseigne tous ces ratios-là. Et il va y avoir un livre éventuellement qui va être produit. On en parle. Il est fini, il est dans notre ordinateur. Il est terminé avec Yvan à propos de l'optimisation de multilogement où on explique ces ratios-là. Malheureusement, les imprimeries de livres ne sont pas un service essentiel. Donc, le livre n'est pas en impression. Il devait être lancé le 18 avril dernier. Donc, on va attendre un petit peu, probablement à l'automne. Donc, ratio de couverture de dette et ensuite TGA de financement. Donc, les banques ont leur propre TGA. Ils vont faire un calcul avec le TGA et ils vont calculer la valeur économique. Et la valeur économique va se situer être le plus bas des deux. Donc, ratio de couverture de dette ou TGA de financement. Donc, un courtier hypothécaire peut vous aider. Sinon, un évaluateur agréé peuvent le faire. Donc, courtier hypothécaire, bien évidemment, on a André Marcoux au club qui est excellent. Vous pouvez faire affaire avec lui. Moi, je fais beaucoup affaire aussi avec Alexandre chez PMML. Alexandre Gagné, il n'aimerait pas ça que je donne son nom. Généralement, il est trop occupé, mais Alexandre Gagné chez PMML. Sinon, pour les évaluations agréées, si tu veux aller voir le live Facebook avec Nicolas Saint-Cyr, excellent évaluateur agréé, puis il a une bonne opinion aussi sur le marché. Donc, il pourrait t'aider effectivement à développer ça. Mais je pense que valeur économique, là, j'ai lu ta question rapidement. Valeur économique, ça va être un peu plus le courtier. Valeur marchande, l'évaluateur agréé va pouvoir t'aider. Pas l'évaluateur agréé, mais plutôt le courtier hypothécaire va pouvoir t'aider. Ici, je vois des questions ici, Henri. Je vais la mettre, Henri, en passant bonjour. Comment l'application de TPS TVQ lors de la vente de terrain? Écoutez, je suis loin d'être un fiscaliste. Ok, moi, je suis un ingénieur manqué. J'ai fini par faire de l'immobilier. Je suis loin de ça, mais dites-vous juste que quand vous en faites un commerce, donc quand quelqu'un qui va acheter un gros lotissement, il va le diviser en petits terrains, il va devoir payer TPS TVQ. Si vous n'en faites pas un métier, puis vous achetez une maison, sous toute réserve, encore une fois, je ne suis pas en train d'étudier votre dossier. C'est une question-réponse générale. Là, il manque plein d'éléments, mais normalement, on achète une maison, on a un terrain à côté, on divise, il ne devrait pas être taxable. Okay? Encore une fois, sous toute réserve. Mais c'est sûr que si vous achetez un gros lotissement, là, quelque chose comme 1 million de pieds carrés, puis vous lotissez en petits logements, en petits terrains, c'est sûr que vous payez la TPS TVQ là-dessus. 100% sûr. Peut-être que le luxe devrait, Jeannie, je vais la mettre, peut-être qu'avec les investisseurs américains, est-ce que le luxe devrait monter? On n'a pas de boule de cristal. Je pense juste que pour l'instant, les gens ont eu un choc, on a été déstabilisés avec la crise. Est-ce que nécessairement les produits de luxe vont suivre avec les investissements américains? Dur à dire. Moi, je pense qu'il va y avoir une période d'accalmie. Le produit de luxe va revenir, c'est certain. Donc, ça va revenir éventuellement, mais je pense que là, ils vont avoir un petit coup. Rapidement, il y avait Luc, là, comment s'appelle le cruncher? C'est tout simplement le cruncher. Donc, il est donné dans les coachings et les cours. OK? Donc, j'essaie juste de lire les questions en passant. Merci, c'est très actif. Intéressant. H et Priscilla, deuxième question, mais je les trouve intéressant. C'est des bonnes questions. Donc, un partenariat, le split. Moi, j'ai fait beaucoup de partenariats. Donc, split, le promoteur qui amène un deal multilogement versus investisseur passif. J'adore cette question-là parce que c'est une question qu'on me pose 1000 fois dans les coachings. Donc, on me pose cette question-là des centaines de fois. C'est quoi un bon partenariat? Ça dépend. Vous allez haïr la réponse. Ça dépend. Si vous êtes en train de débuter puis vous amenez une bonne transaction à quelqu'un qui veut faire affaire avec vous, donc vous pouvez regarder peut-être faire un split 70-30 parce que vous commencez, par exemple. Donc, vous lui donnez 70% et vous avez 30%. Et éventuellement, peut-être 50-50. Je vous dirais que la règle d'or, généralement,
la règle normale, pas une règle d'or du tout. Une règle normale où est-ce qu'on a un investissement, généralement, c'est 50-50. Donc, un investisseur qui amène la transaction et quelqu'un qui veut y injecter les capitaux dans cette transaction-là va généralement avoir 50%. OK? Et là, est-ce qu'on peut donner de l'intérêt? Est-ce qu'on peut donner de l'équité et des intérêts? On peut mélanger les deux. Est-ce qu'on rachète le partenariat plus tard? Il y a 1 million de questions. D'ailleurs, j'ai vu qu'il va y avoir les partenariats en immobilier prochainement. Je n'ai pas la date. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui veut la mettre dans le chat. Je ne sais pas si ma conjointe est à l'écoute. Normalement, elle écoute tout. Les lives en régie. Donc, ça peut juste mettre la date des partenariats en immobilier. Je pense que ça pourrait être intéressant de discuter de tout ça. Puis évidemment, il va y avoir tout le côté légal. Moi, je ne vous parle pas du tout du côté légal là-dedans. Il y a un paquet de choses à respecter au niveau de l'AMF et tout. Je parle juste du pourcentage quand que vous unissez là, à travers les règlements et tout. Donc, généralement, 50-50 dans les partenariats immobiliers. Mais encore une fois, c'est un buffet. Vous choisissez ce que vous voulez. Vous pouvez donner de l'intérêt et de l'équité en même temps. Plancher de vinyle. Tristan, c'est ça, tu avais une question un peu plus pointue sur des fournisseurs. Comment choisir une bonne compagnie de gestion? J'aime ça, une petite question. En plus, il reste 2 minutes. Jonathan, choisir une bonne compagnie de gestion, premièrement, par référence. Jonathan, je ne sais pas si tu es membre. Est-ce que tu as déjà fait le coaching, si tu es membre du Club Select? Groupe Facebook du club, groupe Facebook privé, très intéressant. Donc, les gens se partagent des références. Donc, je te dirais que c'est la première place où est-ce que j'irais. Par réseautage, sinon de venir aux soirées mensuelles du club également par réseautage, de venir discuter, d'aller chercher des références, donc de venir discuter avec des investisseurs immobiliers pour savoir si on devrait utiliser telle compagnie de gestion ou telle compagnie de gestion. Après ça, si jamais tu la connais pas et tu trouves une compagnie de gestion, c'est sûr que j'appellerai des propriétaires qui font déjà affaire avec cette compagnie de gestion-là. Parce que les compagnies de gestion, il y en a de toutes les sortes. Moi, j'ai une compagnie je fais affaire avec une compagnie qui en gère 1500. Puis dans la région ici, je fais affaire avec quelqu'un qui en gère 40, 50. Donc, c'est une personne seule. Donc, ça peut s'appeler une compagnie de gestion, mais ça peut être un seul gestionnaire seul. Tu peux l'avoir à l'interne aussi. Il y en a qui préfèrent l'avoir à l'interne. Moi, je préfère les avoir à l'externe. Je sais qu'il y a tout un combat là-dessus. Pierre-Luc Riverain à Québec, on avait des bonnes discussions à la semaine des millionnaires là-dessus, autour d'un margarita, à savoir si on devrait garder notre gestion à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais bref, les deux choix se présentent, Jonathan. Donc, tu peux vraiment faire les deux, garder la gestion à l'interne ou à l'externe. Mais encore une fois, ça fonctionne par référencement parce que les compagnies de gestion, les services peuvent varier beaucoup. Est-ce qu'ils font la relocation? Est-ce qu'ils vont gérer le concierge, qu'ils vont faire le ménage? Est-ce qu'ils vont vous charger quand ils vont aller en régie du logement? Etc., etc. Donc, il y a plusieurs sujets. Je vais essayer de trouver une dernière question. Merci, Sandra, d'avoir mis le lien. C'est très gentil. Donc, le 13 mai pour la formation de partenariat avec le lien. Donc, très intéressant. 13 mai, j'ai une formation que j'ai suivie moi-même de Maître Richard Damour. Marc, je vais finir là-dessus. Donc, je vais finir là-dessus. Marc, pourquoi il est indiqué plus TPS VQ pour un chalet? En fait, je vais répondre à ta question. Soit le chalet est neuf ou soit il est exécuté en tant qu'entreprise court terme. Quand on entre une entreprise court terme, on est en opération, donc TPS, TVQ. Je ne rentrerai pas trop dans le sujet parce que je ne suis pas un gars de court terme, mais je vais juste vous dire, quand il est indiqué TPS, TVQ sur un listing, c'est soit que le bâtiment est neuf, dans le cas de ton chalet, soit il est neuf, soit il est opéré en court terme, donc il est opéré TPS, TVQ. Ou sinon, dans le cas d'un listing, attention, juste un petit bémol, quand vous achetez un bâtiment qui est usagé, là, vous achetez un bâtiment qui est usagé puis qu'il y a un commerce à l'intérieur ou il est 100% commercial et c'est indiqué plus TPS, TVQ sur le listing, les taxes, vous les payez, mais vous ne les payez pas réellement. Okay? Vous les payez chez le notaire. C'est une entrée et une sortie de taxes. Donc, c'est un bon point à souligner. Donc, quand on est sur Centris, qu'on regarde un building, on ne parle pas de location court terme ici. Je parle de bâtiments qui sont commerciaux, mais pas neufs, semi-commerciaux, mais pas neufs. Quand vous achetez, qu'est-ce qui arrive? C'est que vous payez la taxe chez le notaire et vous la retrouvez. Donc, vous n'avez pas besoin d'emmener le montant supplémentaire. Okay? C'est un petit bémol. Mais dans ton cas, Marc, au niveau des exploitations, c'est pour ça que c'est indiqué TPS TVQ. Encore une fois, je ne suis pas fiscaliste, je suis un ingénieur manqué.
J'ai fait de l'immobilier au lieu de faire de l'ingénierie. Donc, si jamais j'avais des doutes, évidemment, je ne connais pas toutes les situations. Marc, je ne connais pas la situation du chalet en question. Je vais juste te répondre de façon globale. Donc, je conclus la session des questions-réponses. Je ne sais pas où on était combien. J'espère que ça a répondu à vos questions. On va en faire une par semaine, questions-réponses, durant tout le confinement et même peut-être par la suite. On va continuer. Donc, content de vous avoir vu avec nous. Si jamais ça vous intéresse de nous suivre, si jamais vous avez aimé le contenu aujourd'hui, cours d'offres d'achat, j'ai vu qu'il y a des questions là, sur et où c'est désigné dans les offres d'achat. Demain, on a 3 formateurs pour le prix d'un. Donc, je vais être présent à partir de 8 h à 7 h. Il va y avoir Dave Powell qui est formateur au club et Yvan Cournoyer qui va être là pour toute la durée, qui va être le modérateur où il va intervenir pour bonifier la formation. Donc, super intéressant. En ligne de chez vous. Donc, si vous attendez de suivre cette formation-là, excellente formation. Vous allez voir, vous allez retrouver beaucoup de trucs là-dedans. Sinon, la semaine continue. On a 2 entrevues du côté du Real Estate Investors Club. On en a également du côté francophone. Yvan va interviewer Philippe Brassard et son partenaire, j'ai oublié son nom, pour le bon coup du moment. Donc, ça va être intéressant, se garder motivé dans tout ça. Donc, sinon, encore une fois, toutes les formations, le club reste actif. La majorité des formations basculent en ligne maintenant. Donc, si justement vous voulez en profiter, si vous n'êtes pas près des grands centres, hein, on donne souvent des formations près des grands centres, c'est le moment parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après COVID. Est-ce qu'on va continuer une formation en ligne en plus en salle? On verra. Mais pour l'instant, c'est le moment d'en profiter. Allez-y, lancez-vous en ligne. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée à tous et on s'en va tous écouter le point de presse à 13 h pour savoir la réouverture des écoles. En tout cas, pour moi et ma conjointe, évidemment, avec des enfants, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, bonne journée. Bye bye.